qu'a Emmanuel Macron d'obtenir sur ces sujets brûlants, sensibles, des éclaircissements, des précisions de la part de ses interlocuteurs, Sarah Legrain. Donc je pense que c'est ce qui va attendre du président chinois. En effet, il s'honorerait à le faire dans la lignée de ce que l'ONU, à travers notamment Michel Bachelet, est en train de pointer du doigt, en particulier les persécutions sur les populations ouïghours. Vous parliez des chrétiens, il y a aussi les musulmans qui sont très fortement persécutés. Donc évidemment, la France a cette responsabilité de pointer la question des droits de l'homme. Maintenant, moi, ce que je note malheureusement, c'est une certaine indignation sélective, parce qu'on n'a pas vu beaucoup M. Macron annoncer qu'il allait, au sujet de l'Arabie Saoudite, au sujet du Yémen ou d'autres, ou des Émirats arabes, pointer la question des droits de l'homme. Donc on a le sentiment aussi que c'est une façon de pointer du doigt la Chine. Vous avez entendu là dans le discours qui a été mené une façon de mélanger la question d'un impérialisme économique mené par la Chine, évidemment, qui est une grande puissance commerciale et qui mène des opérations commerciales, et la question des droits de l'homme et la question aussi évidemment de la liberté au sein de l'État chinois. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, cette question des droits de l'homme sert aussi à faire monter une espèce de discours finalement de peur à l'égard de la Chine. Et là-dessus, je pense qu'il faut être raison garder et puis ne pas pratiquer l'indignation sélective. En fait, il y a une façon de parler des droits de l'homme qui vise à faire de la Chine, par exemple, un pays qui aurait une politique impérialiste militaire, par exemple. Ça donne le sentiment, quelque part, ce serait une grande puissance dangereuse pour le monde. Je tiens à rappeler que la Chine a un budget militaire qui est 7 fois inférieur à celui des USA, pour lesquels on n'a jamais le moindre mot en termes d'impérialisme. Malgré tout, est-ce que dans l'esprit du grand public, c'est pas l'image qu'elle donne? Mais précisément, c'est ça que j'essaye de déconstruire ici, puisque justement, c'est l'intérêt de ce genre d'émission, c'est de pouvoir à un moment interroger les propos qu'on tient sur la Chine. Il se trouve qu'il y a 2 ans, le président chinois avait proposé un traité de désarmement nucléaire. Voilà, à quoi nous n'avons rien répondu, alors que finalement, une telle entreprise serait intéressante. Avait aussi proposé sur le plan monétaire, sur le plan économique, une monnaie internationale qui permettrait de lutter contre la spéculation sur les monnaies. Ce serait une proposition intéressante à discuter. Et voyez, en général, la façon dont on présente la Chine permet en fait, en réalité, de la pointer comme ennemie, et c'est très lâche, parce que quand je vois ici que M. Macron veut le rencontrer avec Mme Merkel et avec l'Europe, mais ce qui se passe en Europe, la prédation économique chinoise sur l'Europe, pourquoi a-t-elle lieu ? Qui donne à la Chine l'aéroport de Toulouse? Qui donne à la Chine le port du Pirée en Grèce? C'est bien des politiques économiques européennes qui sont des politiques d'austérité qui poussent les États justement à privatiser, à dilapider leur patrimoine. Ça a été le cas pour la Grèce, c'est le cas aussi pour l'Italie. Ça a été le cas avec nos privatisations en France, et récemment on vient de privatiser ADP. C'est aussi des politiques de libre-échange qui mettent en concurrence tous les peuples européens les uns avec les autres, ce qui fait que c'est quand même difficile d'être plus fort face à la Chine et de tenir un discours de soyons unis face à la Chine quand vous avez des économies qui elles-mêmes se font de la compétition sur le propre continent européen, et qu'en plus vous signez contre l'avis de parlements qui ne sont pas consultés et de peuples qui ne sont pas consultés des traités de libre-échange internationaux qui vous désarment. Donc ce que M. Macron devrait faire avec ses partenaires européens s'il voulait avoir un discours cohérent vis-à-vis de la Chine, c'est avoir un propos sur le protectionnisme solidaire, sur une coopération économique qui soit une coopération commerciale juste, équitable, et qui suppose qu'on accepte de protéger notre économie, de protéger nos frontières. Et c'est ce que l'Europe renonce à faire en ayant son dogme du libre-échange international. Parce que Angela Merkel, sur les droits de l'homme, aura aussi son mot à dire, je suppose, Sarah Legrain, en tant que chancelière allemande. Je ne vais pas vous répondre. Vraisemblablement. Bah, bien sûr, tout le monde a son mot à dire, mais ils auraient leur mot à dire aussi sur leurs alliés européens, parce que Mme Merkel est alliée avec M. Orban, qui ne s'illustre pas par son respect des droits de l'homme au sein de l'Union européenne, et la Commission européenne n'a pas pratiqué la moindre sanction contre ce pays. Encore une fois, c'est ça que j'essaye de pointer ici, c'est que malheureusement, une cause aussi importante que celle des droits de l'homme, qui suppose au contraire de renforcer l'ONU, qui est l'organe légitime à poser cette question sur le plan international, en réalité est quand même souvent instrumentalisée pour pointer du doigt certains pays plutôt que d'autres, parce qu'encore une fois, les monarchies du Golfe, elles, s'en sortent bien. M. Orban s'en sort plutôt bien, finalement, au sein de l'Union européenne. On ne peut pas comparer la Chine et le régime... écoutez, vous avez des régimes, je suis désolée, mais il y a des régimes, là, en Europe, dans lesquels il devient compliqué d'être un opposant politique, dans lesquels il est compliqué d'être une femme et de vouloir disposer de son corps, dans lesquels, voilà, un certain nombre de droits que nous jugeons fondamentaux et que nous jugeons faire partie des droits de l'homme sont bafoués. C'est pas pour...
Non, c'est pas de la caricature. Je suis désolée, le droit à l'avortement, il n'est pas menacé en Europe, le droit à l'avortement? Pas dans les régimes. En Pologne, mais en Pologne, en Hongrie, bah oui, et la Pologne, elle fait. Et la Pologne, elle a été. Et la Pologne, elle a été sanctionnée là-dessus. La Pologne. Enfin, je veux dire, nous avons des choses à dire effectivement sur l'actuel régime polonais. Encore une fois, sur la question, voilà, des droits de l'homme. Encore une fois, il s'agit absolument pas de minimiser ce combat, et surtout quand on voit que effectivement, c'est le droit, c'est les opposants politiques, c'est souvent les minorités religieuses, etc., qui sont opprimées dans ces pays. Mais vous voyez que ici, on n'a jamais autant parlé de droits de l'homme que quand c'est pour pointer du doigt un partenaire économique face auquel on s'est, sur le plan économique, complètement plié. Hein. Et là, ce que vous appelez de la naïveté, et moi j'appelle ça en fait un dogme, qui a été toujours en fait le dogme du libre-échange. On passe son temps à dire l'Europe, il faut une Europe forte à la Chine, mais on fait une Europe qui est une Europe faible, affaiblie, une Europe qui repose sur la compétition et une Europe qui repose sur le libre-échange avec le reste du monde, à travers des traités que vous n'avez absolument pas remis en cause, madame. Donc vraiment, c'est une question de cohérence globale, c'est que vous avez un dogme libéral qui est appliqué, qui fait qu'on renonce tout simplement à protéger nos économies et à dire à nos partenaires, nous devons avoir des accords commerciaux qui soient des accords équitables, qui aient un principe de réciprocité, donc nous protégeons aussi notre économie. Quand je pense que nous avons l'enjeu aussi écologique devant nous, qu'on voit que la Chine d'ailleurs s'empare de cette question-là, et tant mieux, et qu'on a laissé les panneaux photovoltaïques, la question de l'acier, énormément de secteurs stratégiques être pillés par une autre économie, tout simplement parce que nous, l'État, on se désinvestit de ces secteurs-là, il y a un vrai problème de cohérence.